Je crois qu'il nous faudra terminer très rapidement. Nous n'avons pas beaucoup de temps. C'est le dernier panel, mais qui a cette originalité d'être animé principalement par des hommes. Cela veut dire simplement que le combat des femmes n'est plus seulement le combat des femmes, mais c'est le combat de toute une société et que les hommes nous rejoignent, sachant que nos préoccupations sont leurs préoccupations, d'ailleurs, qu'on le veuille ou non, tout le renouveau de la réflexion, de la pensée dans tous les domaines est fait par les femmes et pour les femmes. Je voudrais, avant qu'on ne commence, rendre hommage à une grande dame disparue. J'ai vu l'avis de décès dans le journal d'hier et celui d'aujourd'hui. Je veux dire Madame Traoré, qu'on voyait arpenter pendant plusieurs décennies les salles de conférence. C'était la dame qui avait introduit le pagne tissé, justement, dans l'organisation des conférences, en faisant les cartables, tout ce qui était lié au petit matériel. Et c'est cette dame qui était pionnière. Il faut absolument, en tant qu'entrepreneur, mais aussi novatrice, tout ce que vous voulez, donc que la terre lui soit légère et que Dieu l'accueille dans son paradis le plus élevé. Amen. Ce panel qui porte sur les infrastructures, les énergies renouvelables, l'économie verte et l'autonomisation des femmes est un panel extrêmement important. D'ailleurs, c'est le panel, à mon avis, qui devra s'ouvrir sur les perspectives. Parce que la problématique, c'est la problématique actuelle qui pose les véritables problèmes liés au changement climatique, mais à une question qui a toujours préoccupé les femmes, la recherche de l'énergie, surtout dans le milieu rural. Comme on le sait, il y a eu énormément de progrès qui ont été réalisés en matière d'égalité des sexes. On a les filles qui sont de plus en plus scolarisées, mais pas seulement scolarisées. Aujourd'hui, les filles dominent, si vous voulez, l'éducation parce qu'elles sachent, parce qu'elles savent que c'est par l'éducation qu'elles vont se libérer et libérer toute une société. Et femmes, on les voit siéger de plus en plus dans les parlements, les institutions, occuper des postes importants, mais il y a comme un coup d'arrêt, je ne dis pas un coup d'arrêt, en tout cas une remise en question de ce progrès, même si les femmes sont toujours résilientes. Cette remise en question est liée à la pandémie. Rassurez-vous, madame, moi je dis toujours le Covid-19. D'ailleurs, dans les médias occidentaux, on utilise souvent Covid. Si j'avais le temps, je vous aurais montré une vidéo très intéressante sur la langue française et comment elle est discriminatoire à l'endroit des femmes. Donc, il y a des inégalités. De plus en plus, le Covid est un problème qui va renforcer la pauvreté et surtout parce que les femmes qui travaillent dans le secteur informel, ces femmes ont été très touchées et reléguées justement dans les abysses de la pauvreté. Et nous allons peut-être réfléchir à partir de ces éléments sur la réalisation des objectifs du développement durable, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce que les crises à répétition qui traversent l'économie mondiale apportent en tout cas comme remise en cause. Ce panel qui se base sur l'expérience d'un certain nombre de personnalités qui devaient être présidées par M. Flaubert Miyokpop, je crois qu'il prendra la parole tout à l'heure, et a comme conférencier principal le professeur Samba Mbaye. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Samba Mbaye, je suis professeur agrégé à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et je suis économiste du développement et spécialisé dans l'évaluation d'impact des politiques publiques. Je dirige aussi un centre de recherche qui s'appelle CRDS, le Centre de recherche pour le développement économique et social. Alors, nous faisons donc des évaluations de politiques publiques depuis bientôt 20 ans.
Et aujourd'hui, nous allons bien sûr partager un peu notre expérience par rapport à cette thématique qui nous parle bien sûr d'économie verte, infrastructure, n'est-ce pas, et autonomisation aussi de la femme. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que ma présentation est prête très rapidement parce que les gens sont un peu fatigués. C'est le dernier jour d'un colloque assez soutenu. Mais avant de démarrer, je vais détendre l'atmosphère. Vous savez, moi, je suis spécialisé dans les évaluations, comme je l'ai dit, les évaluations de politiques publiques. Et quand on évalue un programme, on a toujours besoin d'un contrefacteur, c'est-à-dire d'un bon élément de comparaison. Et je vais vous expliquer ce qui n'est pas un bon élément de comparaison, avant de commencer. Vous savez, il y a deux étudiants qui faisaient un concours. L'un des étudiants est très intelligent, l'autre n'est pas très intelligent, mais a une bonne mémoire. Alors, le premier est passé, en attendant que ma présentation arrive, le premier est passé, on lui a posé la question, mais quelles sont les deux dates de la Révolution chinoise? Il a dit la première fois, c'était en 1917, la deuxième fois, en 1949. On lui demande, mais qui a écrit le manifeste du Parti communiste? Il dit, c'est Karl Marx qui a commencé, mais c'est Engels qui a terminé. Alors, finalement, on lui a posé la question, est-ce que Dieu existe? Il dit, certains disent oui, d'autres disent non, mais moi, je n'ai pas de position. Alors, l'autre est venu, il a mémorisé les réponses, pensant qu'il va recevoir les mêmes questions. On lui pose la question, mais quelle est la date de sa naissance? Il dit, la première fois, c'est en 1917, la deuxième fois, en 1949. Le gars était choqué, il dit, mais attends, mais qui est ton père? Il dit, c'est Karl Marx qui a commencé et c'est Friedrich Engels qui a terminé. Le gars lui dit, mais vous êtes fou? Il dit, certains disent oui, d'autres disent non, mais moi, je n'ai pas de position. Je vais continuer. Bon, cette fois-ci, ce n'est pas une histoire que je vais raconter. Mais c'est juste un conseil que je vais donner. Fondamentalement, tout ce qu'on a dit depuis hier jusqu'à maintenant, ça montre que, alors, c'est un impératif d'évaluer, n'est-ce pas, les politiques publiques. Aujourd'hui, on parle d'autonomisation de la femme. Mais comment faire pour rendre les femmes autonomes? Il faut mettre en place de bons programmes et il faut les évaluer. L'évaluation d'impact, c'est quelque chose d'indispensable. Alors, je l'ai dit hier, au Sénégal, les gens ont peur d'être évalués. On pense qu'on les juge. En réalité, l'évaluation d'impact, c'est un outil d'aide à la décision. Ça permet tout simplement de dire si le programme marche ou pas, comment on peut faire pour réorienter un programme. Et donc, systématiquement, nous devons essayer d'évaluer nos projets et programmes, nous devons essayer d'évaluer nos politiques publiques. Et je dis tout le temps que moi, mon opinion personnelle, c'est que la qualité d'une évaluation d'impact doit être inversement proportionnelle à la richesse d'un pays. Quand un pays est pauvre, nous devons savoir l'utilité du franc investi. Si nous mettons 1 franc, ça sert à quoi? Quand on est riche, on peut se permettre de ne pas évaluer nos projets et programmes. Vous savez qu'il y a des pays où des stades sont climatisés, mais nous, on ne peut pas se permettre une telle chose. Étant donné que nous n'avons pas les ressources nécessaires, donc nous permettant de tout faire en même temps, donc l'utilité du franc investi, bien sûr, nous devons tout faire pour savoir exactement où est-ce que nous mettons nos ressources et est-ce que ces ressources-là ont servi à quelque chose. Et donc, c'est un point que je... Très bien. Merci beaucoup. Fantastique, la technologie. Donc, là, je vais aller très vite parce qu'on a déjà perdu quelques minutes et les gens sont fatigués. Je vais partager une expérience sur un projet qui est en cours, n'est-ce pas, intitulé « Impliquer les femmes et les groupes de femmes dans l'amélioration de la distribution des foyers de cuisson améliorés ». Le double avantage d'une meilleure adoption de l'énergie et des opportunités de travail rémunérées. Alors, là, je passe ça. Nous partons d'un constat. Nous avons vu que près de 3 milliards de personnes sont sans accès aux énergies propres. Ça, c'est le bilan énergétique de 2020 qu'il a dit. 860 millions de personnes sont sans accès à l'électricité. Dans les pays en développement, l'incapacité des réseaux électriques à supporter des pics de demande et les coûts élevés.
Nous avons constaté aussi que l'accès aux énergies de cuisson propres, telles que l'électricité et le gaz liquéfié, est très limité. Les ménages continuent d'utiliser des combustibles solides tels que le bois de chauffe, le charbon de bois et les résidus agricoles. La collecte de combustibles solides et l'utilisation d'énergie polluante coûtent en temps et affectent la santé des femmes et des jeunes filles. De même que le manque d'accès à l'électricité empêche l'adoption de solutions énergétiques économes à main-d'œuvre qui aideraient particulièrement les femmes. Alors, une étude que nous avons réalisée au Sénégal, c'est ça un peu le point de départ, n'est-ce pas, des études, de l'étude que le CRDI, bien sûr, a financée, que nous remercions bien sûr au passage. Nous avons vu en 2020, dans une étude intitulée « L'évaluation de l'efficacité des interventions en cuisine en milieu rural sénégalais, le rôle de la technologie et de l'environnement culinaire ». Voici les résultats que nous avons obtenus. Les foyers améliorés, les femmes rurales sont prêtes à adopter ces foyers-là. Le niveau d'adoption qu'on avait obtenu était de 70%, ce qui était énorme parce qu'on ne s'y attendait même pas. Nous avons obtenu aussi une réduction de la consommation de combustible de 19%. Alors, et nous avons eu un résultat qui fait froid aux deux. Les femmes restent très exposées à la pollution à un niveau d'exposition supérieur à 200 fois supérieur au seuil de l'OMS dans une cuisine non ventilée. Et vous savez que dans le monde rural, c'est souvent les foyers 3 pierres qu'on utilise et dans des cuisines qui ne sont pas du tout ventilées. Et voici bien sûr une conséquence assez désastreuse, le fait d'être exposé à ces fumées-là. Nous avons vu avec l'utilisation des foyers améliorés un gain de temps dans la collecte du bois et enfin le temps de cuisson est devenu alors beaucoup plus court. Ça, c'est des résultats et ça nous pousse donc à schématiser ici l'avantage de l'adoption de cuisson propre. Qu'est-ce qui se passe quand on utilise des foyers améliorés? D'abord, il y a un gain de temps. Le temps de travail domestique est réduit, mais le fait de mettre en place un système de vente de ces foyers dans le milieu rural, ça crée une opportunité, bien sûr, dans le marché de l'énergie propre. Alors, nous avons vu aussi que la redistribution du temps de travail vers des activités productives dans les domaines énergétiques propres. Alors, l'opportunité à saisir dans la commercialisation des technologies propres et aussi en plus de temps, n'est-ce pas, à consacrer aux autres activités liées au bien-être du ménage. En d'autres termes, si la femme a un gain de temps, ce gain de temps peut être redistribué à autre chose. D'abord, dans la mise en place d'activités génératrices de revenus, ou bien dans, bien sûr, elle a la possibilité de mettre en place autre chose, fondamentalement. Et ici, la possibilité qu'elle a, c'est d'utiliser, bien sûr, ces foyers améliorés-là. Donc, l'étude que nous menons actuellement, nous avons comme objectif d'évaluer l'impact de ces foyers améliorés sur le bien-être donc des femmes. Et fondamentalement, nous essayons de voir dans le monde rural sénégalais, c'est-à-dire la compréhension des normes spécifiques existantes, on va identifier des moteurs et mécanismes pour les femmes à participer au marché du travail, évaluer les effets d'une participation accrue des femmes à la chaîne d'approvisionnement, explorer comment l'engagement des femmes dans le secteur d'énergie proposé peut ainsi affecter leur autonomisation et enfin évaluer l'impact des foyers améliorés sur la santé de la femme et aussi sur le gain de temps. Et là, je vais terminer par, on a beaucoup parlé du gain de temps et j'en profite pour dire qu'il y a toujours un biais dans la mesure de ce gain de temps-là qu'il faut, en fait, il y a des chercheurs qui sont là et on doit tout faire pour éviter un tel biais parce qu'il y a 3 façons de mesurer le gain de temps. D'abord, la façon classique, c'est juste de venir demander à la femme quelle est votre activité de 8h à 9h, de 9h à 10h, de 10h à 11h, etc. Mais ça, il y a toujours un biais. Quand une activité se termine à 10h30, elle a toujours des problèmes pour dire que est-ce que c'est 10h ou bien est-ce que c'est 11h. La deuxième façon de faire, c'est bien sûr l'observation, de passer les journées avec ces femmes pour chronométrer exactement leurs différentes activités. Et nous avons mis en place quand même une nouvelle démarche de la mesure de ce gain de temps en utilisant maintenant, il y a des montres assez intelligentes, on appelle ça les montres intelligentes, qui ne coûtent pas cher, je pense que ça coûte moins de $10. Et cette montre, alors, prend le rythme cardiaque de la femme, ça prend sa tension artérielle, etc. Donc, quand la femme est en activité, on a la possibilité, nous, la montre est synchronisée à un serveur, on a la possibilité de voir que cette femme est en activité. Quand la femme est au repos, on a la possibilité, bien sûr, de voir que la femme est au repos. Et là, ça nous donne, bien sûr, une mesure très juste, n'est-ce pas, du temps
de travail de la femme, bien sûr, dans le monde rural sénégalais. Donc, en d'autres termes, voici en tout cas les objectifs que nous comptons voilà, mesurer dans le cadre donc, de cette étude d'impact sur, en fait, dans le cadre de cette étude qui parle donc de l'impact des foyers améliorés, en tout cas, sur le bien-être donc de la femme. Bon, je ne vais pas parler de la méthodologie, je pense que c'est, de toute façon, on sera dans 300 ou 400 villages. Nous allons développer pour, en fait, les gens vont poser la question, comment ils vont faire pour avoir ces foyers-là? Il y a plusieurs interventions que nous proposons. D'abord, il y a la démonstration culinaire. Les gens, quand ils verront l'utilité, ils auront la possibilité, bien sûr, d'acheter. Ensuite, deuxièmement, nous allons faire des kits que nous allons distribuer. Et enfin, le troisième aspect, c'est juste la formation. La formation en technique de marketing, en termes de gestion, n'est-ce pas, à des groupements de femmes et de faire une mise en relation avec des producteurs. Et fondamentalement, on utilise toute une démarche donc, de randomisation pour voilà, montrer un peu quel est l'impact de ces foyers-là sur le bien-être des femmes, sur l'autonomisation dans le monde rural sénégalais. Je pense que je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup. Merci, professeur. Mais avant de donner la parole à l'orateur suivant, je voudrais vous poser une question. L'étude que vous venez de faire sur le Sénégal essentiellement, pensez-vous qu'on pourra obtenir les mêmes résultats, les mêmes types, si vous voulez, d'études pour toute l'Afrique de l'Ouest et sur la question de l'énergie? Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous que nous avons des avancées significatives au Sénégal ou c'est une situation similaire dans toute l'Afrique de l'Ouest? Fondamentalement, c'est une situation qui est relativement similaire. Oui, oui. La situation au Bénin, je pense que nos collègues du Bénin sont là, ils font à peu près la même chose, mais avec un autre type de foyer. La situation est relativement similaire dans le monde rural sénégalais, mais aussi africain. Merci beaucoup, professeur. Cela veut dire que la CEDEAO a là un élément non seulement de réflexion, mais de politique unitaire concernant la femme, son autonomisation, mais surtout en relation avec la question de l'énergie et du changement climatique. Je vais donner la parole à l'orateur suivant, M. Djiby Ndiaye, qui est le directeur de l'ANER. M. Djiby Ndiaye, très rapidement, il est ingénieur de conception en génie électromécanique à l'école, est sorti de l'école polytechnique de Thiès en 1987. Il a été chef des services techniques à la SMIB, une entreprise de maintenance industrielle et de construction métallurgique métallique. Et en juillet 1998, il se lance dans l'entrepreneuriat et prend la direction de la CERIC, où il était chargé de superviser les activités commerciales, les études techniques. À partir de 2001, il rejoint le groupe César, où il a occupé jusqu'en 2012 les postes de sous-directeur chargé du patrimoine, sous-directeur du patrimoine, des ressources humaines, etc. M. Ndiaye est actuellement nommé directeur général de l'ANER, l'Agence nationale pour les énergies renouvelables, qui a pour mission principale de promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables, y compris la bioénergie, dans tous les secteurs d'activité postes qu'il occupe depuis le 1er novembre 2012. Il est aussi membre du conseil municipal de Linguère, où il occupe le poste de président de la commission coopération décentralisée. Monsieur Ndiaye, nous vous donnons la parole pour 5-10 minutes maximum pour donner votre point de vue justement sur cette question. Merci, professeur. Je voulais d'abord remercier le CRES de m'avoir associé à ce forum et me demander de traiter un sujet qui concerne les énergies renouvelables. Nous pouvons constater qu'effectivement, l'autonomisation des femmes dans le monde rural principalement peut passer par l'accès aux services énergétiques modernes. Et nous avons travaillé dans ce secteur depuis très longtemps en accompagnant les femmes, principalement celles du monde rural, à avoir accès à ces services énergétiques. Nous avons eu à installer des plateformes multifonctionnelles dans des villages enclavés qui n'avaient pas accès à l'électricité, en installant des mini-centrales solaires et tout autour mettre des équipements productifs.
D'abord pour alléger les travaux domestiques des femmes, mais également pour créer des activités productrices de revenus. C'est ainsi que nous avons mis à la disposition de beaucoup de femmes des moulins à mil, des presses à huile, des congélateurs d'abord pour la production de glace, mais également pour la conservation de certains produits, des pompes solaires pour organiser les femmes à faire du maraîchage dans leur village, mais également parfois des ateliers de coiffure et de couture. Nous avons également accompagné dans plusieurs villes les femmes qui travaillent dans la transformation de produits halieutiques, en mettant à leur disposition des séchoirs solaires qui permettent d'abord d'augmenter le rendement, ensuite de réduire les charges d'exploitation, mais également d'avoir un produit fini avec une qualité et une hygiène beaucoup meilleure. Nous ne sommes pas limités à cela. Dans beaucoup de quais de pêche, effectivement, pour accompagner les femmes, nous avons mis de l'éclairage public solaire pour leur permettre de prolonger leur activité jusque tard dans la nuit. Nous travaillons également dans la conservation de produits halieutiques. Vous allez dans le quai de pêche de Mbour, dans le quai de pêche de Fass-Boye également. Nous avons installé des unités de conservation de poissons et d'autres produits halieutiques, donc pour permettre à ces femmes de pouvoir conserver les produits qui ne sont pas vendus. Ils avaient beaucoup de difficultés pour ces conservations, mais ils utilisaient des méthodes de conservation à des coûts très élevés. Donc nous avons pu, le gouvernement du Sénégal à travers l'ANER, installer des unités de conservation qui fonctionnent au solaire. Ça aussi, c'est bien à préciser. Et ces mêmes unités de conservation de produits halieutiques, nous avons également installé des produits de conservation de fruits et légumes dans la zone des Niayes où il est développé une culture maraîchère. Nous avons également, au niveau de certaines zones du Sénégal, installé des pompes solaires, d'abord pour fournir de l'eau potable aux populations, mais également pour permettre à la population de développer des cultures. Toujours avec les énergies renouvelables, dans le cadre de l'accès à l'énergie, il y a également les cuiseurs solaires qui ne sont pas, c'est vrai, très performants, mais qui sont en train d'être expérimentés pour accompagner les femmes et principalement celles du monde rural. Nous avons également, cette fois-ci en collaboration avec le PNB, le Programme national du biogaz, installé beaucoup de biodigesteurs dans le monde rural pour permettre aux femmes d'utiliser le gaz produit par ces biodigesteurs pour la cuisson, mais également d'avoir de l'éclairage à partir toujours de ce gaz. C'est pour dire que le fait d'apporter de l'énergie, et surtout de l'énergie propre, dans le monde rural ou dans la zone périurbaine, nous appelons fortement d'accompagner les femmes à être autonomes. Accompagner les femmes à avoir des activités qui pourraient leur permettre d'avoir des revenus. Donc, c'est les accompagner encore à être autonomes. Et ça, nous l'avons fait aussi bien dans les zones périurbaines, aussi bien dans le monde rural. Nous sommes en train de développer davantage de programmes pour voir comment généraliser tous ces projets, en tout cas à travers le Sénégal, pour que effectivement les femmes, ce n'est pas seulement les femmes, mais comme aujourd'hui on parle de l'autonomisation des femmes, pour permettre aux femmes d'être un peu plus économiques, pour permettre aux femmes effectivement d'avoir des activités qui pourraient leur permettre d'avoir de l'autonomie. Voilà, Madame la Présidente, Madame, en tout cas ce que je voulais dire pour le moment concernant l'utilisation des équipements productifs pour l'autonomisation des femmes. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Ce que vous venez de dire est extrêmement important parce que ça va justement dans l'amélioration des outils de travail de la femme et son autonomisation. Ça fait penser au débat qu'on avait juste dans les années 70 en intégrant les femmes dans le développement avec l'apport des moulins à mil. Maintenant, nous sommes vraiment dans une phase extrêmement importante. Mais j'aimerais bien savoir
si nous devons évaluer l'impact de votre intervention, comment pourra-t-on l'évaluer? Est-ce que vous avez une documentation? Est-ce que vous avez des pourcentages? Comment on peut évaluer et savoir dans quelle zone vous avez agi véritablement? Est-ce dans le sud, dans le nord? Qu'est-ce qui a changé véritablement? Pour nous permettre justement de savoir où nous en sommes exactement. Oui, nous avons fait d'abord un rapport de suivi-évaluation des différents projets. C'est des projets qui ont été installés un peu partout au Sénégal. Dans le cadre, par exemple, des plateformes, nous avons choisi 16 départements dans les différentes régions du Sénégal où nous avons installé des plateformes, encadrer les femmes dans la formation à la gestion, mais également les encadrer dans l'exploitation et l'entretien. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, nous avons également formé des femmes pour entretenir, pour exploiter et entretenir toutes ces installations solaires. Donc, il y a effectivement des études d'évaluation qui ont été faites et qui aujourd'hui nous a permis d'ailleurs de vouloir, en tout cas, élargir le programme dans d'autres départements, puisque toutes les régions sont déjà touchées, dans d'autres départements du Sénégal, et faire de sorte que les villages qui n'ont pas aujourd'hui accès à l'électricité puissent au moins avoir accès à ces énergies solaires pour développer des activités. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à l'orateur suivant, Monsieur Ndiaga Diop, qui est économiste, environnementaliste, sortant de l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université de Dakar. Je crois que vous êtes un collègue du président de la République. Je crois qu'il est sorti de la même université, en tout cas du même institut que vous-même. Et il a travaillé dans le renforcement des organisations de femmes évoluant dans le secteur de la pêche en Afrique de l'Ouest. En tant que chargé de programme à ENDA, REPAO, M. Diop a été conseiller technique et coordonnateur du projet PAS-PNA de la GIZ pour le Sénégal de 2017 à 2021. Pendant cette période, il a accompagné la direction de l'environnement et des établissements classés pour une meilleure prise en compte du genre dans le processus des plans nationaux d'adaptation. Depuis 2021, en tant que conseiller technique en développement durable et changement climatique au projet en développement de la GIZ, M. Diop contribue à la mise en place du plan d'action genre dans le cadre du programme promotion d'une cuisine respectueuse du climat Sénégal-Kenya. Donc, M. Diop, vous êtes vraiment dans le débat. Et nous voulons savoir justement toutes ces initiatives, qu'est-ce qu'elles ont apporté dans les changements et comment ces initiatives ont pu contribuer à l'autonomisation économique de la femme, vous qui êtes peut-être sur le terrain depuis plusieurs décennies avec des institutions, des partenaires au développement, mais aussi en étant du côté justement de l'institutionnel. Nous vous donnons la parole. Merci. Merci, Présidente. Je vais partager ici l'expérience de ENDEV dans la diffusion des foyers améliorés à grande échelle dans les 14 régions du Sénégal. Et dans quel cadre cette diffusion va contribuer à l'autonomisation des femmes. Voilà. Le point de départ, c'est ce que vient de dire le professeur Mbaye sur le gain de temps sur l'utilisation d'un foyer amélioré. Et ce qui est constaté, ce gain de temps est maintenant utilisé, ou bien peut-être utilisé dans le renforcement de capacité de la femme, peut-être utilisé par la femme dans la participation de la vie associative au niveau du village, et peut-être aussi utilisé dans la création d'activités génératrices de revenus. Ainsi dit, l'utilisation d'un foyer amélioré met en place un cadre qui peut permettre à la femme d'aller vers son autonomisation. C'est ça le point de départ de ENDEV. Maintenant, ENDEV cherche à toucher 8000 villages au Sénégal et à distribuer, à permettre à ces femmes de disposer de foyers améliorés. Comment? Au niveau de chaque village, ENDEV identifie au moins un groupement de femmes
avec ce groupement de femmes et les partenaires avec lesquels ENDEV travaille, je veux citer ENDA Énergie, je veux citer ENDA Ecopop, je veux citer l'ONG Concept. Ces entités accompagnent ENDEV dans ce travail. Les groupements de femmes identifiés sont renforcés en capacité, d'abord en démonstration culinaire. Comment utiliser un foyer amélioré? Disposer d'un foyer amélioré, c'est bien, mais savoir l'utiliser est encore mieux. Ces femmes sont aussi renforcées en gestion organisationnelle, sont renforcées en entrepreneuriat. Parce que ce qu'on cherche, c'est avoir des femmes entrepreneurs qui investissent dans la distribution de foyers améliorés. Et aujourd'hui, ce travail nous a permis de toucher plus de 6 000 groupements de femmes à travers le Sénégal. Et vous tous, vous savez, les femmes qui sont membres d'un groupement de femmes, donc 6 000 groupements de femmes, ce n'est pas quelque chose qui est petit. Et dans ces groupements de femmes qui ont bénéficié de ces renforcements de capacité, aujourd'hui, plus de 2000 ont commencé la vente des foyers améliorés. 2000 groupements de femmes. Et pour faciliter ce travail, il y a un mécanisme dans plusieurs villages qui est mis en place pour permettre à ces femmes de disposer de financement. On peut citer dans ce cadre les AVEC, les associations villageoises de crédit, d'épargne et de crédit, qui sont actuellement testées dans plusieurs villages. Et ça permet aux femmes d'être autonomes en financement et de pouvoir acquérir des foyers améliorés et de distribuer ces foyers améliorés au niveau des villages. Ça, c'est un point. L'autre point, actuellement, ENDEV est en train d'expérimenter ce qu'on appelle les last mile entrepreneurs, les entrepreneurs des derniers kilomètres. Là, c'est un concept que Kenya a utilisé et qui a marché, et on veut le faire aussi au Sénégal. Ce sont des jeunes, filles et garçons. Donc, ENDEV veut au moins avoir dans ces last mile entrepreneurs au moins 60% de jeunes filles. Et actuellement, plus de 275 last mile entrepreneurs sont identifiés, sont formés en entrepreneuriat, en gestion, sont aussi dotés d'un kit de démarrage pour commencer leur activité de distribution de foyers améliorés. Et aujourd'hui, il y en a qui ont, ces 275 identifiés ont commencé leurs activités et certains sont à leur deuxième commande de foyers améliorés. Deuxième commande, c'est-à-dire ils ont déjà fait une commande, ça a marché, ils ont fait une deuxième commande auprès des producteurs de foyers améliorés pour distribuer ça dans les zones rurales. Et d'autres sont dans leur troisième commande de foyers améliorés. Donc, c'est-à-dire que ces last mile entrepreneurs sont actuellement actifs sur le terrain. Donc, d'une manière résumée, cette approche mise en place par ENDEV dans le cadre de la distribution à grande échelle des foyers améliorés renforce la capacité économique des femmes. Ça, c'est quelque chose qui est testé sur le terrain. Et il y a un processus d'évaluation de l'impact de cette approche qui est en cours. Il y a même un évaluateur, là je rejoins le professeur, un évaluateur externe qui vient de terminer son travail. On attend son rapport sur ce travail que ENDEV est en train de faire sur le terrain. Voilà pour le moment ce que je peux dire sur l'approche que ENDEV est en train d'utiliser pour la distribution à grande échelle des foyers améliorés au Sénégal. Merci. Merci beaucoup vraiment, M. Diop. C'est très concret ce que vous venez de nous dire et ça nous montre qu'il y a une évolution très positive sur le terrain et une volonté vraiment d'entrer dans la modernité par des faits, sur des sujets qui étaient extrêmement difficiles, délicats il y a quelques années, comme la question de l'énergie. Merci beaucoup, M. Diop. Alors maintenant, je vais donner la parole donc à Mme Boudiek. Par la femme, pour la femme. Quelle opportunité voyez-vous pour les femmes dans ce monde en pleine mutation et où la transition vers des économies à faible empreinte carbone est désormais le sujet d'actualité, notamment avec la tenue de la COP27 dans quelques jours. Alors,
c'est un sujet politique, d'une politique important. Nous vous écoutons, nous sortons de la réalité concrète du terrain pour vraiment nous projeter dans les sujets politiques. Merci. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Et aussi, je remercie les organisateurs du CRES pour l'invitation. En effet, j'ai voulu partager mon expérience sur l'entrepreneuriat parce que ma zone d'intervention, c'est à Ziguinchor. Donc, comme nous le savons, le bois est la principale source d'énergie pour les groupes vulnérables dans la zone de Ziguinchor. Donc, le constat qui est noté est que les femmes et les enfants parcourent de longues distances pour s'approvisionner en bois de chauffe et en charbon de bois. Donc, pour accompagner ces femmes à ne plus marcher ces longues distances, donc nous sommes accompagnés par la GIZ, par la coopération allemande. Donc, fort de ce constat, avec l'appui de la GIZ... Alors, excusez-moi, je vais vous couper. Ouais. Vous êtes Madame Adja Mariata Relatal. Exactement. Cofondatrice de Bio Boudjek. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est bon. Exactement. Donc, avec notre start-up Bio Boudjek, ça signifie charbon bio en Diola, puisque notre zone d'intervention, c'est à Ziguinchor. Donc, accompagné par la GIZ avec une subvention de 5 millions, nous avons pu former 2 GIE de femmes dans des villages à Ziguinchor. Ainsi, 111 femmes ont été formées en entrepreneuriat, en technique d'emballage, en nouvelles techniques de production de biocharbon qui, aujourd'hui, on considère ça comme une source alternative pour diminuer l'empreinte carbone. Donc, ces femmes, aujourd'hui, sont autonomes, comme la thématique porte sur l'autonomisation économique des femmes. Ces 111 femmes, dont 11 femmes sont des réfugiés de guerre, développent des activités génératrices de revenus en vendant le biocharbon. Donc, elles ont un chiffre d'affaires d'un montant de 2 400 000 à la fin de chaque mois. Donc, elles ont aussi un coût d'opportunité car elles s'occupent de l'éducation de leurs enfants. Donc, pour moi, l'autonomisation des femmes avec les emplois verts, donc c'est possible si on mène des politiques de promotion, donc les politiques de promotion de l'entrepreneuriat féminin dans le domaine des énergies renouvelables, comme le font la GIZ à travers le programme d'enseignement supérieur sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Donc, il y a autant d'opportunités dans le secteur des énergies renouvelables pour les femmes. Hier, les panélistes de l'ONIFEM l'ont suggéré. Par exemple, dans le secteur de l'agriculture, il y a beaucoup de biomasse où les femmes peuvent prendre ces déchets de la biomasse, soit pour en faire du compost, soit pour en faire du biocharbon, soit pour utiliser ça dans les biodigesteurs, qu'a souligné le directeur de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables. En tout cas, les opportunités d'emploi vert sont diverses pour les femmes, mais moi, ce que je retiens dans ma tête, surtout à Ziguinchor, ce sont les barrières culturelles, socio-culturelles qui constituent un frein pour que les femmes soient autonomes. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais vraiment rectifier un peu. Madame Mariata Relatal, elle est peut-être une étudiante du professeur Mbaye, parce que vous êtes spécialisée aussi en évaluation d'impact de projets de développement et qu'elle nous vient de l'université de Ziguinchor. C'est ça qui est important avec ce colloque. Ce colloque couvre pratiquement toutes les universités du Sénégal et montre quand même qu'il y a une révolution qui est en train de se passer dans le domaine de l'enseignement supérieur dans ce pays. Et elle est coach en entrepreneuriat à l'incubateur Innov Ziguinchor à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Merci beaucoup, Madame Rella, de nous entretenir vraiment de cette source alternative concernant les emplois verts, mais aussi
la production de l'énergie bio, tout simplement. Maintenant, nous allons passer la parole à la dernière oratrice. Je crois que c'est la dernière, la toute dernière. Madame le docteur Sadio Banying de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Je vais être un peu jalouse parce que je ne vois que des enseignants, des chercheurs de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Serait-il plus dynamique que ceux de Dakar Aram? Ah bon, très bien. Parce qu'il paraît que dans le Sénégal aujourd'hui, il y a tout un réseau très puissant de ceux qui nous viennent de Saint-Louis. On les voit partout et ils sont partout. C'est vrai. Merci beaucoup. Et pour la petite histoire, quand on voulait ouvrir l'Université de Saint-Louis, j'étais opposée, j'étais contre à l'époque dans le 16 et j'avais sorti toutes sortes d'arguments. Et dernier argument, j'ai dit à Mor Sourang, qui est à l'époque le président de la Chambre de commerce de Saint-Louis, qu'il n'y avait même pas de lieu où pouvaient habiter les enseignants et les étudiants. Il m'a fait visiter ce jour-là tout Saint-Louis en me disant tout ça, ce sont des maisons qui sont vides où pourront loger les enseignants. Donc, Dr Ba Nying, elle est sociologue. Elle aussi, elle nous vient de Saint-Louis, enseignante-chercheur, et elle travaille surtout sur les relations de genre dans l'entrepreneuriat et dans les politiques publiques. Et depuis une quinzaine d'années, elle poursuit ses recherches pour comprendre les facteurs d'autonomisation économique et sociale des femmes à travers l'entrepreneuriat, l'élevage, l'agroécologie et les politiques publiques sensibles au changement climatique. Je crois qu'elle va nous aider à comprendre davantage le concept d'autonomisation. Quand on a discuté pour la première fois avec des chercheurs américains à l'université justement de Boston, ce qui était ressorti, c'est que c'est un concept philosophique essentiellement. Est-ce que ce concept philosophique est sorti justement de la réflexion purement théorique pour embrasser la réalité quotidienne des femmes? Et nous allons vous écouter et avec votre équipe de recherche, vous venez de conclure un projet sur le genre et le bien-être dans l'accès durable à l'énergie et la résilience du changement climatique. Quels sont les effets de vos recherches? Et quel lien faites-vous entre ces effets de bien-être et l'autonomisation économique des femmes? Vous avez la parole, Madame Dr Sadio Ba, pour 5 minutes. Voilà. Merci beaucoup, professeur Fendambao. Merci beaucoup au CRES et au CRDI de nous donner l'occasion de parler un peu des résultats que nous avons obtenus dans le cadre d'un projet transdisciplinaire, mais aussi panafricain, qui a mobilisé donc l'expertise de chercheurs sénégalais, mais aussi de chercheurs sud-africains, notamment pour évaluer le programme d'urgence de développement communautaire dans sa première phase. Alors, cette recherche donc avait l'ambition de faire une évaluation d'impact, notamment pour voir comment améliorer l'action publique en train de se faire, puisque c'était dans la première phase. Alors, ça nous a permis donc d'aborder les questions d'autonomisation, mais articulées aux questions de changement climatique, mais aussi articulées aux questions de politique publique, notamment de genre. Et c'est pourquoi parler des effets après évaluation, donc je passe sur la méthodologie vu qu'on est sur des contraintes de temps, je pourrais juste partager ici trois résultats principaux pour dire que aujourd'hui, grâce aux infrastructures de base qui sont portées par le programme d'urgence de développement communautaire, notamment pour l'accès à l'énergie, à l'eau, aux équipements post-agricoles et aux pistes rurales, nous pouvons dire qu'il y a des dynamiques très, très intéressantes qui sont observées sur le terrain, notamment pour rendre compte des impacts de l'accès à l'énergie sur les dynamiques préexistantes d'autonomisation. Je trouve que c'est intéressant
pour montrer que les effets qu'on a observés sont bien sur les ménages d'abord, montrer qu'il y a les conditions de vie de ménage grâce à cette évaluation. On peut dire qu'il y a l'accès a permis d'améliorer les conditions de vie des ménages, mais aussi a permis comme deuxième résultat, d'améliorer les relations de genre. Et j'insiste beaucoup sur cette notion de relation de genre parce que souvent, quand on parle d'autonomisation, on parle seulement des femmes et souvent avec une tendance à ignorer toutes les articulations relationnelles qui peuvent exister avec les hommes, mais aussi avec les communautés. Et juste pour dire que en permettant aux femmes de s'inscrire dans des dynamiques entrepreneuriales, mais aussi en permettant à des hommes de relocaliser leur statut de chef de ménage ou de pourvoyeur économique, on assiste à des renégociations des rapports de pouvoir dans ces couples ou dans ces ménages, mais aussi rendre compte du fait que, comme troisième résultat, l'accès à l'énergie a permis et on l'a démontré dans notre évaluation, à montrer la capacité des communautés rurales à s'adapter au changement climatique, notamment par rapport au rôle joué par les femmes sur la sécurité alimentaire. Donc, ces résultats, aussi intéressants qu'ils peuvent être, notamment sur l'amélioration des conditions de vie, sur les dynamiques entrepreneuriales, ou sur le genre, ou sur la question climatique, sont aussi des résultats qui ne peuvent pas être généralisés, notamment sur les sites qui ont été enquêtés. D'autant plus que la première phase concerne le nord du Sénégal et le centre. Donc, où on voit qu'il y a des disparités, des inégalités économiques et sociales très fortes, non seulement entre les territoires, mais aussi entre les femmes rurales, ce qui montre aussi qu'il y a une tendance à l'homogénéisation de la condition rurale qui est un peu démentie ici par les résultats qu'on a sur le terrain. Et révéler aussi que ces résultats nécessitent qu'on les prenne aussi en prenant en compte les vulnérabilités écologiques, notamment sur les territoires. Et dans ce sens-là, qu'il est intéressant de parler un peu des contraintes à l'autonomisation qui persistent quand même, malgré ce constat d'une amélioration qui vient renforcer les dynamiques d'autonomisation préexistantes. Et après analyse, nous pouvons dire que ces contraintes ramènent à un constat général qui est l'absence d'une stratégie politique de genre, notamment dans la mise en œuvre et dans la fourniture d'infrastructures de base, notamment énergétiques. Et c'est là où cette absence de politique publique de genre montre que les femmes sont encore confrontées à des contraintes liées notamment à la maintenance des équipements, parce que n'étant pas formées, par exemple, pour utiliser un moulin à mil ou quand le moulin tombe en panne, comment faire pour assurer la maintenance. Ou simplement sur les équipements lourds, elles sont souvent, par exemple, sur les forages, quand le forage ne marche plus, comment on fait? Donc, autant d'éléments qui pourraient montrer que si on avait pris en compte de manière beaucoup plus inclusive le genre ou les besoins des femmes dans l'accès à ces services de base, peut-être qu'on aurait eu des résultats encore beaucoup plus probants, notamment pour rendre compte de ces dynamiques d'autonomisation beaucoup plus inclusives quand on tient compte du rôle des femmes dans les ménages, dans la communauté, mais aussi dans l'espace politique de ces territoires. Donc, je pourrais m'arrêter là pour le moment pour dire juste que les résultats de notre étude continuent d'être fouillés, mais pour le moment, nous pourrons dire que des dynamiques d'autonomisation sont observées sur le terrain, mais demandent notamment à être renforcées, notamment pour permettre de mieux prendre en compte les besoins des femmes, mais aussi en articulant l'accès à l'énergie, aux emplois verts qui offrent aussi des opportunités d'employabilité qui viennent renforcer les résultats de l'accès à l'énergie. Merci beaucoup.
Il n'est pas très aisé de faire la synthèse de ce panel, mais je vais sortir de cette salle, je vous fais une confession, avec un grand optimisme, un espoir. Parce que nous avons un exemple d'une recherche, action très efficace sur un sujet vital. Sur un sujet vital, c'est la question de l'énergie dans un contexte assez extraordinaire, lié au changement climatique, mais aussi à la rareté des ressources et la pression démographique sur notre région, notre pays. Et ce que nous tirons comme première conclusion, c'est que les universités sont très dynamiques dans la prise en charge justement de ces questions qui sont aujourd'hui à la base de tout changement qui doit intervenir. Nous pensons à travers ce panel qu'il y a véritablement l'entrée de la femme rurale dans la modernité avec des projets novateurs comme les foyers améliorés et ces exemples à travers le texte, la présentation de ENDA GIZ par M. Ndiaga Diop, BioBoudjok par Adja Maria Tatal et ce que vient de dire Dr Sadio Nyang sur les relations, en tout cas, de genre et toute la recherche qui est faite. Si tout ça est possible, c'est parce qu'il y a deux éléments. Le premier élément, il faut une efficacité dans les politiques publiques. Les politiques publiques représentées ici par le directeur, justement, de l'ANER. Et une efficacité dans les politiques publiques, mais aussi la probabilité et la possibilité de l'évaluation. On ne peut pas avancer si on n'évalue pas les politiques publiques pour aller de l'avant. Mais ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est tout à l'heure lorsque M. Ndiaga Diop s'est appesanti justement sur l'impact justement de ces foyers améliorés qui vont libérer les femmes, leur permettre d'avoir une certaine autonomie qu'elles vont utiliser pour d'autres activités généralistes de revenus. C'est important parce que ça va fixer les femmes sur le terroir. Quand on voit toutes les femmes dans la ville qui ne font rien, qui ne font que manier, je crois que ces programmes, c'est des programmes qui sont des programmes vitaux pour permettre justement de lutter non seulement contre la pauvreté, mais de redonner espoir à la femme rurale essentiellement. Monsieur Mbaye, le professeur Mbaye nous a beaucoup parlé de l'évaluation de ces politiques. Mais je crois que si nous faisons la synthèse de tout ce qu'on a écouté cet après-midi, je peux dire effectivement, il y a un travail qui est élaboré et je pense parmi les recommandations, il faudra non seulement aller vers l'amélioration, mais d'ici le prochain colloque, faire une étude de terrain et voir exactement qu'est-ce qui a été fait, quel est l'impact, qu'est-ce qu'il nous reste à produire et essayer de voir s'il y a d'autres activités aussi qui vont dans le même sens, parce que c'est là aussi où l'intérêt de ces universités régionales qui vont relever véritablement le défi du sous-développement. En tout cas, merci. C'est un plaisir d'écouter tous ces panélistes. Et moi, j'avoue que je sors de cette salle avec un grand espoir en me disant que quelque chose est en train de bouger dans le pays, mais surtout pour les femmes, et qu'il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas y arriver d'ici une décennie, 2 décennies, et qu'au rendez-vous de la lutte contre les changements climatiques, d'ailleurs je le dis, je le pense, ce sont les femmes qui vont porter cette lutte contre les changements climatiques. Je le disais à Madame Royal quand elle est venue ici, il faudra mettre l'accent sur les femmes. Absolument, c'est elle. Et on vient de s'en rendre compte. En tout cas, merci à tous les panélistes et merci au CRES, au CRDI, de nous avoir donné l'opportunité d'écouter tous ces grands chercheurs qui nous donnent en tout cas beaucoup de satisfaction.